Nathalie Loiseau sera désignée tête de liste aux élections européennes de La République En Marche. Ma question, c'est, n'est-ce pas risqué de mettre une ministre des Affaires européennes, ancienne patronne de l'ENA, on le sait, qui a une image de quelqu'un proche de la, on va dire, technostructure bruxelloise, un peu ce que les Français rejettent, à la tête de cette liste? Moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'on a une ministre qui est prête à renoncer à son poste de ministre, alors que rien ne l'y obligeait, pour devenir députée européenne. En général, sur les anciennes listes, vous aviez beaucoup de gens qui étaient recasés parce qu'ils avaient perdu des élections, parce qu'il fallait les exfiltrer du gouvernement. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui fait le choix de vouloir siéger au Parlement européen et qui prend le risque de conduire une liste, parce que c'est toujours périlleux comme exercice, évidemment, d'être tête de liste, c'est-à-dire de prendre le risque d'être en première ligne, surtout quand vous êtes évidemment de la majorité. Et ça, je trouve que c'est un signal très clair aussi qu'on envoie aux électeurs français, qui est de dire, pour nous, siéger au Parlement européen, ce n'est pas quelque chose de second rang, c'est quelque chose qui est important, et il faut aussi que ça change l'image que les Français ont du Parlement européen, qui est souvent un peu éloigné d'eux, dont ils ne savent pas exactement ce sur quoi le Parlement européen travaille, et je pense que ça peut clairement y participer. Alors, elle va former, Nathalie Loiseau, un attelage avec Pascal Canfin, l'écologiste, qui sera donc numéro 2 sur cette liste. Pascal Canfin, qui dirigeait il y a encore peu l'ONG WWF, il était assez critique avec Emmanuel Macron il y a encore peu. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de revivre ce que vous avez vécu avec Nicolas Hulot, avec Mathieu Orphelin, c'est-à-dire ces écologistes qui vous rejoignent et qui vous claquent ensuite la porte au nez? Alors, je n'ai pas l'impression qu'il nous claque la porte au nez, puisque pour l'instant, mais il avait toujours contraire, refusé de vous rejoindre. Oui, mais il fait un choix. Et lui aussi, et je vois bien les critiques qu'il essuie depuis hier, qui sont quand même d'une rare violence à son encontre. Ça veut dire qu'il fait un choix délibéré, volontaire, de rejoindre une coalition qui est volontairement très large, qui va de La République En Marche, le MoDem, qui sont les alliés évidents, à agir aux écologistes, aux radicaux, à des gens aussi de la société civile. Donc ça, c'est la preuve qu'on arrive, nous, à rassembler le plus largement possible, là où les autres sont quand même très éclatés dans les différentes autres formations politiques. Et puis, c'est aussi la démonstration que non seulement on porte un discours écologique, mais que surtout, en Europe et en France, on a agi sur les questions écologiques et qu'on est en capacité d'obtenir des résultats. Vous pensez qu'il et sera moi, fiable? Ça, je pense que c'est quelque Vous chose pensez que ce sera d'utile. Qui Pourquoi il ne le serait pas? Parce qu'il était critique il y a quelques semaines et que vous avez plusieurs écologistes qui vous ont rejoint et qui ont dit non, finalement, ne continuez pas. On ne demande pas aux gens de dire amen à tout par principe. On leur demande de nous rejoindre sur un projet qui est un projet européen, qui est un projet sur lequel on est très clairement identifié. Depuis l'élection présidentielle même, où tout le monde avait déconseillé au candidat Macron de surtout ne pas parler des questions européennes parce que ce n'était pas du tout porteur de voix au moment de l'élection présidentielle. Il l'a fait et la constance qui est la nôtre, notamment sur les enjeux européens, à mon avis, sera mis à notre crédit au moment du 26 mai. Et là, dans ces élections, on voit bien qu'Emmanuel Macron veut installer le duel entre La République En Marche et le RN de Marine Le Pen. Est-ce que dans cette affaire-là, on n'oublie pas un peu votre ancienne famille, LR, avec un candidat, finalement, Xavier Bellamy, qui surprend et qui, finalement, fait un plutôt bon parcours? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ne peut pas être, finalement, la surprise de cette élection? Je pense qu'il faut sous-estimer aucun candidat. Je suis bien placée pour en parler, parce que de fait, celui qui est devenu président de la République avait été largement sous-estimé. Donc je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer de concurrents dans une campagne, quelle qu'elle soit, et aussi une campagne européenne où on sait aussi qu'il y a un risque de faible participation, malheureusement, le 26 mai prochain. Après, il y a aussi un choix qui a été fait de manière très claire par la droite. Ce n'est pas anodin d'investir quelqu'un comme François-Xavier Bellamy, et ça envoie aussi un signal sur quel est le socle idéologique de la droite. Ce qui s'est passé hier au Mans, je change complètement de sujet, mais enfin voilà, une ville un peu en état de siège, des saccages. On a l'impression que la violence est installée maintenant comme un moyen de pression, de revendication. Je crois que certains, en tout cas, aimeraient que ça puisse être le cas. Il y a une forme, j'avais employé le mot de terrorisme, qui avait un peu choqué en disant mais comment elle peut parler de terrorisme par rapport aux différentes violences des samedis. Mais pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la volonté d'intimider, de menacer, de faire usage de violence pour essayer de faire plier une ligne politique. Et c'est pour moi la définition même de ce qu'est le terrorisme. Ça, c'est vraiment une forme de terrorisme, ce qui s'est passé au Mans? Alors, en tout cas, il y a une forme d'installation, en effet, de la violence dans notre société. Et finalement, pour certains, d'incitation à cette violence, mais en tout cas de légitimation. Ça n'existait pas depuis de nombreuses années dans les mouvements sociaux. Il n'y avait pas d'utilisation de la violence pour parvenir à obtenir
le renoncement, la négociation, etc. Et là, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais laisser s'installer l'idée que ce serait par l'intimidation, par la menace, par la violence, qu'un quelconque mouvement social, qu'un quelconque groupement politique pourrait obtenir satisfaction. Et ça n'a jamais été le cas. Et nous n'avons jamais cédé face à ces violences. Au contraire, nous avons affiché face à cette violence une fermeté républicaine qui s'imposait, que certains nous ont même reproché, considérant que nous allions trop loin dans la fermeté. Je pense qu'on ne va jamais trop loin quand on rappelle les principes républicains qui sont fondamentaux et quand, évidemment, on ramène l'ordre dans notre pays. Alors, violence toujours, vous avez vu ce qui s'est passé samedi à Nice, la septuagénaire qui a été blessée. Bruno Retailleau, hier, le patron des Républicains ici au Sénat, a dit que Emmanuel Macron jetait de l'huile sur le feu avec ses commentaires, puisqu'on, rappelons-le, le président a dit qu'il y avait une forme de sagesse aussi à ne pas se rendre dans des manifestations interdites. Sur la forme, est-ce qu'il n'a pas un peu raison, Bruno Retailleau? Est-ce que le président ne doit pas faire attention à ses formulations pour ne pas sembler jeter de l'huile sur le feu, provoquer d'une certaine façon? Non, mais à un moment, il faut quand même rappeler des choses qui paraissent évidentes, mais qui ne le sont peut-être plus. C'est que ceux qui commettent des violences sont ceux qui en sont responsables. Et que quand on se rend dans une manifestation illégale, eh bien, on commet un acte qui est potentiellement répréhensible et qu'on se met soi-même en danger. C'est ce qu'on dit depuis le début de ce mouvement. Le fait de refuser de déclarer des manifestations en préfecture, c'est aussi se mettre en danger soi-même, parce qu'on n'est pas en capacité, les forces de l'ordre, la préfecture ne sont pas en capacité de garantir la sécurité de ceux qui voudraient manifester, évidemment de ceux qui ne le souhaiteraient pas et qui se trouvent aux abords des manifestations. Et de fait, cette femme, évidemment, ne peut que regretter, évidemment le président de la République l'a dit, qu'elle soit blessée, qu'elle soit tombée par un mouvement de foule, mais de fait, on peut aussi quand même dire en tant que responsable politique, était-ce la place d'une personne, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelles que soient ses pensées politiques, de se retrouver dans une manifestation qui n'était pas autorisée. Je viens d'apprendre que la croissance 2018 serait révisée à 1,6%. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Les prévisions, c'était plutôt 1,4, 1,5. Est-ce que ce sont les mesures annoncées par le gouvernement suite à la crise des Gilets jaunes qui permettent cette correction et d'être à un peu plus 0,1 de plus? Est-ce que vous y voyez un effet? Ce qui est certain, c'est qu'on a fait un vrai choix politique et économique de réinjecter 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat pour les Français. Et je pense qu'il faut évidemment aller plus loin, notamment sur la question de la baisse de la pression fiscale. Et c'est tout ce qu'on dit et ce qu'on fait, surtout depuis le début du quinquennat. On dit qu'on rendra 20 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Je pense que c'est notamment le fait qu'il faut aller jusqu'au bout, par exemple, sur la suppression de la taxe d'habitation. Si un impôt est injuste et stupide, il ne l'est pas pour 80% des Français, il l'est pour 100% des Français. Mais ces 10 milliards, ils vont peser sur le déficit 2019. Donc est-ce qu'on laisse finalement un peu filer les choses Ce n'est pas le cas, parce que je pense qu'il faut aussi pouvoir, quand on a ce type de mesures, se demander aussi comment, évidemment, on les finance. Est-ce qu'on les finance par l'impôt? Clairement, ça n'est pas notre choix d'augmenter la pression fiscale dans notre pays. Bien au contraire, l'idée, encore une fois, ce que je viens de dire, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux Français, notamment par des baisses d'impôts. Et c'est toute la question de la baisse de la dépense publique. Des économies. Et je pense qu'on a une véritable occasion et que ce grand débat l'a aussi révélé pour démontrer que la baisse de la dépense publique n'est pas une régression du service public, mais une meilleure efficacité de ce service public. Le grand débat a effectivement eu un succès incontestable. On y a participé nous-mêmes, presse régionale, en demandant aux gens. Mais après tout ça, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Ces tonnes de propositions qui arrivent de partout. Comment le président s'en sort avec tout ça? Il fait un catalogue de mesures, un grand plan, un référendum? Alors déjà, on en fait la synthèse. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas nous individuellement qui sommes en capacité de la faire, même si tout est public. Toutes les données ont été volontairement rendues publiques. Et ça, je pense, c'est une vraie preuve de transparence qui permet à chacun de s'en saisir et de vérifier qu'il n'y a pas un complot d'État pour essayer de dire ce que les Français n'ont pas dit. Ça, je pense que c'est important dans la période actuelle de poser ce principe-là. Donc, synthèse déjà et débat parlementaire. Ensuite, sur les modalités, est-ce que c'est un référendum qui peut être un référendum à choix multiples, d'ailleurs, parce qu'il y a plus de questions que juste le champ institutionnel qui se pose. Et, à mon avis, je pense qu'il faut à la fois, éventuellement, cette possibilité de référendum, mais surtout qu'on arrive à réconcilier démocratie directe et démocratie délibérative.